Si vous suivez un petit peu l'actualité tech, il ne vous aura pas échappé que Shadow a récemment changé de propriétaire. Comme pour la VR à l'époque, Shadow est une technologie que je surveille depuis le départ. Et même si je n'ai jamais eu recours à leur service, étant donné que j'avais déjà une configuration meilleure que celle qu'ils proposaient à l'époque, j'ai tout de même continué à suivre leur actualité, étant donné que même encore aujourd'hui, ils proposent un rapport prix-puissance imbattable dans le monde du gaming PC. Bonjour et bienvenue sur Pause VR. Aujourd'hui, on va résumer la saga Shadow et je vais surtout essayer de répondre le plus objectivement possible à certaines questions entourant cette offre. Shadow est une offre de cloud computing à ne surtout pas confondre avec une offre de cloud classique, étant donné que cette fois, vous allez disposer d'un PC complet à distance tournant sous Windows 10. Bien sûr, étant donné que cet ordinateur est à distance, la qualité de votre expérience avec Shadow est entièrement dépendante de la qualité de votre connexion Internet. La priorité pour utiliser Shadow, c'est d'avoir une connexion internet stable. Alors oui, là où la fibre a une tendance à être extrêmement stable, il est plus difficile de dire la même chose pour les connexions de type ADSL et VDSL. Bon, maintenant partons du principe que votre connexion est stable. Si votre connexion est en dessous de 10 Mbps, si elle est entre 20 et 50 Mbps, et enfin entre 50 et 100 Mbps. Démarrons avec le premier cas de figure, une connexion à 5 Mbps. Comme vous pouvez le voir, la qualité d'image est plus que correcte, mais avec quelques artefacts. De plus, il est possible de ressentir une très légère latence. Encore une fois, ça dépend des cas de figure. Ça, c'est fait. Maintenant, regardons avec 40 Mbps. Comme vous pouvez le voir, la qualité d'image est extrêmement bonne et la latence est extrêmement réduite par rapport au cas de figure numéro 1. Pour résumer, ça pète. Et enfin, dernier cas de figure, à 70 Mbps. La qualité d'image est optimale et la latence est encore moindre que durant le test 2. Bon, en même temps, la latence étant déjà extrêmement faible dans le cas de figure numéro 2, on ne ressent pas vraiment la différence. Ainsi, les deux seules choses qui sont impactées en fonction de la connexion, c'est la latence et la qualité graphique. Vous l'aurez compris, la fibre n'est pas indispensable pour que l'offre fonctionne correctement, mais si vous souhaitez jouer à des jeux en réalité virtuelle, au travers de Shadow, à ce moment-là, la fibre devient indispensable afin d'éviter les défauts liés à la compression et optimiser la qualité de ce qui sera affiché dans votre casque. En 2015, Emmanuel Freund, Stéphane Elliott et Asher Kagan Kriou, j'espère que je prononce bien, créent une startup dénommée Blade afin de pouvoir commercialiser une offre de cloud computing qui sera appelée Shadow. Mais c'est en 2017 que l'offre est officiellement lancée et qu'elle devient accessible au grand public. Dès le départ, l'ambition est de s'orienter vers le gaming, ce qui impose d'avoir une technologie extrêmement performante car les ressources nécessaires pour jouer dans de bonnes conditions sont bien plus importantes que les ressources nécessaires pour un usage bureautique par exemple. Sur le papier, l'offre est très intéressante puisqu'elle propose un PC gamer pour 14,99 € par mois et sur le plan technique, au fur et à mesure des différentes mises à jour et optimisations, elle fonctionne vraiment bien. Mais ça, on y reviendra plus tard. Malheureusement, par la suite, un enchaînement de mauvaises décisions et sans doute une politique tarifaire certes attractive mais totalement irréaliste a pour conséquence, vers fin mars 2021, que Blade, alors propriétaire de Shadow, rentre en redressement judiciaire. Ce que vous allez voir est un extrait de l'émission Underscore du youtubeur Micode, qui a pu échanger directement avec Jean-Baptiste Kempf, directeur technique sur Shadow depuis 2020. Mais c'est vraiment à ce moment-là que j'ai pigé à quel point la tech est pointue et que pour arriver à faire Shadow, il fallait une équipe de génie. C'est pas moi qui le dis, c'est JB lui-même. Alors que voilà, dans ses anciens projets, ils ont rien à envier à Shadow concrètement. Le plus gros lecteur vidéo de la planète, le codec utilisé par rien de moins que YouTube, Netflix, toute la planète. C'est une vraie boîte tech quoi. C'est-à-dire que aucune méchanceté avec toutes les startups de la French Tech, mais là on parle, enfin tu vois, c'est du vrai code que t'écris en C++, c'est de la vidéo, c'est hyper compliqué, tu travailles en millisecondes, voire au quart de milliseconde, faut avoir un bon réseau, etc. Le souci c'est que dans Shadow, t'arrives sur une boîte où on a déjà dit technologiquement c'est quand même très compliqué, on est quand même de la tech difficile.
Donc tu sais pas quand est-ce que tu vas finir ton développement, tu sais pas quand ça va arriver. Tu as la difficulté que tu es dans un marché concurrentiel où tu as quand même les GAFAM en face. Tu as la difficulté où tu es en France et tu pas beaucoup t'as moins d'argent disponible. Et tu rajoutes le truc, c'est que c'est une boîte qui est donc CAPEX intensive, donc c'est-à-dire où il faut beaucoup acheter de matériel pour lancer. Alors qu'aujourd'hui, quand tu lances une startup, finalement, tu as juste besoin de jus de cerveau et des gens intelligents. Et finalement, c'est pas ça qui te coûte. Donc là, à chaque fois que tu veux rajouter un utilisateur, il faut acheter un ordinateur, une carte graphique qui va bien, qui te coûte très cher. C'est vraiment important. Ce qui est mort, qui va mourir, c'est Blade, c'est-à-dire la société qu'emploient les gens. Mais il va y avoir une nouvelle société qui va arriver, qui va reprendre 98% des salariés, qui va reprendre la marque, qui va prendre la techno, qui va reprendre les utilisateurs, qui va reprendre 80% des contrats. Donc vraiment, il y a une continuité. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y aura une liquidation. C'est-à-dire que la boîte Blade va être en liquidation. Donc à la fin, elle ne vaut plus rien. Donc tous les gens qui ont investi ont zéro. Ce qui se passe, c'est qu'avant de partir en liquidation, quasiment 80% de l'actif et donc du projet part sur une autre boîte. Comme vous l'aurez compris, Blade disparaît, mais Shadow lui doit trouver un repreneur. Et même si Octave Klaba, propriétaire de OVH, se montre intéressé dès le départ, Jean-Baptiste, accompagné d'autres personnes de Shadow, s'allie avec Xavier Niel de Free afin de faire une contre-proposition. Et aujourd'hui, on connaît le dénouement de cette histoire puisque c'est Octave Klaba qui remporte l'offre. Mais si vous souhaitez en savoir plus sur la création de cette contre-offre et toutes les péripéties vécues par Jean-Baptiste et d'autres personnes de Shadow, vous trouverez en description un lien vers la vidéo de Micode. Comme je l'indiquais en début de vidéo, je n'utilise pas moi-même l'offre et de toute façon, ne disposant pas de la fibre, je n'aurais pas pu tester Shadow dans les meilleures conditions. J'ai donc fait comme d'habitude, beaucoup de recherches, de comparatifs et j'ai réussi à trouver de véritables tests de latence en jeu pour l'offre Shadow. Pour commencer, il est important d'avoir conscience de la difficulté de faire fonctionner correctement une technologie telle que celle-ci. Autant proposer un usage bureautique dans le cloud, c'est quelque chose qui existe déjà ailleurs, mais là on parle d'usage gaming, ce qui implique un certain niveau d'exigence, notamment au niveau de la latence, qui est clairement le pire ennemi du joueur. Tout le challenge pour les techniciens de chez Shadow va être de trouver un équilibre entre le fait d'avoir le meilleur affichage possible et la latence la plus basse possible. C'est un sacré numéro d'équilibristes auquel ont été confrontés les équipes techniques de chez Shadow. Et d'après ce que j'ai compris, pas mal de ses membres sont clairement connus dans le milieu pour leurs très grandes compétences. Tu fais de la vidéo, du jeu vidéo, des grosses cartes graphiques, du rendu, t'as des manettes, c'est du jeu, c'est du loisir, et en plus c'est vraiment français, donc forcément y a plein de gens qui ont envie que ça fonctionne. Pour avoir eu la chance de discuter avec des devs à l'intérieur, il faut aussi le dire, Shadow c'était peut-être des gens brillants qui l'ont monté, c'est aussi plein de talents à l'intérieur qui sont chauds quoi, vraiment en discutant avec eux, tu te dis vraiment il y a des putain de cerveau quoi. Ouais, ça, il faut vraiment le dire parce que moi je vois avec VLC, on a quand même des gens qui sont quand même très très bons. Chez Shadow, c'est incroyable le niveau. C'est-à-dire que quand tu as 60 développeurs et que sur les 60 développeurs, tu fais putain, il y en a quand même 30 qui sont des cadors internationaux et que les 30 autres, ils sont très très bons, c'est hyper rare dans la tech d'arriver à ce niveau-là. En me référant aux différentes informations que j'ai pu trouver, même avec les réglages les plus élevés et donc avec la compression la plus basse, on tourne aux environs de 30 millisecondes de latence. Je prends par exemple l'article du site Nofrag où ils expliquent qu'ils ont filmé l'écran avec une caméra à 120 fps afin de compter chaque frame et de pouvoir estimer la latence réelle en jeu. Et le résultat est le suivant. Pour une latence mesurée en local à une moyenne de 48 millisecondes, lorsqu'il joue à distance sur Shadow, il tourne aux environs de 77 millisecondes en moyenne, soit un delta de 29 millisecondes. Ces 30 millisecondes de latence apparaissent aussi sur les mesures effectuées par ce vidéaste lors de l'utilisation de différents jeux en ligne. Et pour ceux qui se poseraient la question de la perception que l'on peut avoir de ces 30 millisecondes de décalage, toujours sur l'article de Nofrag, vous trouverez un lien vous permettant de tester votre sensibilité à la latence, tout en sachant que lors de différents tests à l'aveugle, avec des pro gamers, il leur a parfois été impossible de faire la différence entre le local et le Shadow. Et je tiens aussi absolument à vous parler de cette excellente vidéo faite par le youtubeur Bavarnolds qui nous décrit comment notre mémoire musculaire peut aussi rentrer en ligne de compte
dans la différence de ressenti entre le local et le cloud computing. Bien sûr, si le sujet vous intéresse, je vous invite à cliquer sur le lien en description pour aller directement regarder sa vidéo. Mais pour résumer, il démontre par A plus B qu'il est bien meilleur joueur sur le Shadow PC que sur son PC en local. Tout simplement parce que cela fait 4 ans qu'il utilise Shadow et qu'il est complètement habitué à cet environnement. Tous ces éléments et témoignages m'ont clairement convaincu que Shadow, ça fonctionne. Par contre, il ne faut pas oublier les paramètres sur lesquels les concepteurs de Shadow n'ont pas la main, comme votre connexion internet ou même l'appareil sur lequel vous allez jouer. En gros, vous n'aurez peut-être pas la même expérience en utilisant le boîtier officiel qui lui est optimisé pour cet usage et votre smartphone ou votre tablette qui peut potentiellement rajouter de la latence lors du décodage du flux envoyé par les serveurs de Shadow. Suite au rachat de Shadow par OVH, il a été décidé de simplifier l'offre et de ne proposer qu'un seul package directement à 29,99€ au lieu de 14,99€ auparavant pour la même configuration. Et même si je peux comprendre que cette augmentation tarifaire puisse en décevoir certains, ce qui aurait été illogique, c'est justement de ne pas augmenter les prix étant donné que le manque flagrant de rentabilité de Shadow depuis le début a clairement été un des facteurs principaux de la mise en liquidation judiciaire de Blade. Mais du coup, suite à cette augmentation, est-ce que l'offre reste vraiment attractive en sachant que vous allez payer plus cher pour exactement la même configuration qu'à l'époque? Pour répondre à cette question, j'ai retrouvé des estimations de la configuration technique de Shadow au moment de sa sortie et on pouvait évaluer les ordinateurs équivalents aux alentours de 1500€. Mais le problème, c'est que cette tarification n'est plus du tout d'actualité, ce qui fait que j'ai décidé d'utiliser le simulateur de LDLC pour avoir une estimation actuelle du coût d'une configuration équivalente. Sauf que la GTX 1080 qui est au cœur de l'offre de Shadow n'est plus du tout disponible sur le marché, ce qui m'a obligé à trouver une carte graphique équivalente. Et j'ai donc choisi la 3060 car c'est la seule carte graphique se rapprochant de la puissance et de la tarification de la 1080 qui est disponible sur les simulateurs de LDLC. Et oui, la RTX 3060 est à peine plus puissante qu'une GTX 1080 datant de 2016, ce qui n'a rien d'étonnant étant donné que les séries 60 sont clairement l'entrée de gamme de Nvidia. Pour me rapprocher au maximum de ce que propose Shadow, j'ai dû faire quelques compromis. Pour le processeur, j'ai pris un Pentium 4 cœurs cadencé à 3,8 GHz au lieu de 3,6 GHz chez Shadow. Et pour la mémoire vive, j'ai pris 16 Go au lieu des 12 Go de la configuration initiale. Pour le reste, c'est simple, j'ai pris toutes les entrées de gamme, je suis clairement parti au moins cher pour chacun des composants et je n'ai pas non plus inclus les frais de montage. Tout cela pour dire que l'estimation que je fais aujourd'hui est clairement une estimation basse de ce que coûterait un ordinateur avec une configuration légèrement plus puissante, mais quand même très similaire à ce que propose Shadow. Et comme vous pouvez le constater, on passe de 1500€ à l'époque à 977€ aujourd'hui. Ensuite, le calcul est très simple à faire, il vous suffit de diviser le tarif global de l'ordinateur par le tarif mensuel de l'offre et on arrive à un résultat d'approximativement 32 mois. Ce qui veut dire que si aujourd'hui vous prenez un abonnement à Shadow en partant du principe que vous n'arrêtez pas l'abonnement en cours de route, il vous faudra 32 mois d'utilisation de l'offre pour atteindre le coût d'un ordinateur ayant la config actuelle. Et c'est là que rentre en compte la deuxième grande force de Shadow, c'est de proposer une amélioration de cette configuration au fur et à mesure des avancées technologiques. C'est quelque chose qui a été vendu dès le départ et qui, d'après ce que j'ai pu lire sur leur site, fera encore partie de l'offre aujourd'hui. En partant du principe qu'ils tiennent parole, Shadow reste clairement rentable comparé au fait d'acheter un ordinateur équivalent. C'est une offre qui était extrêmement avantageuse avant et qui reste encore aujourd'hui intéressante malgré l'augmentation tarifaire et ça permet aussi de se rendre compte à quel point l'ancien prix de l'abonnement était totalement irréaliste en termes de rentabilité. Comme je l'expliquais au départ, je surveillais Shadow depuis le début et j'attendais avec impatience une mise à jour de leur configuration en data center puisque aujourd'hui en local, mon ordinateur est plus puissant que ce qu'ils peuvent proposer. Je suis vraiment content que l'aventure ne s'arrête pas là et j'ai hâte de voir ce qu'Octave Klaba va faire du bébé de Blade, surtout quand on voit ce qu'il a pu réaliser avec OVH.
J'espère avoir réussi au travers de mes différents arguments à vous démontrer la viabilité de l'offre, sous certaines conditions bien sûr, et surtout le fait que malgré l'augmentation tarifaire, cette solution reste particulièrement intéressante pour les personnes ne disposant pas du tout d'ordinateur et qui souhaitent jouer en PC VR. D'ici quelques mois, quand la situation se sera stabilisée pour Shadow, j'effectuerai peut-être un test de leur offre, histoire de me rendre compte par moi-même de l'effet que procure l'utilisation d'un ordinateur dans le cloud. Cette vidéo était un peu plus longue que d'habitude, mais j'avais beaucoup de choses à dire. J'espère avoir été clair dans mes explications et ne pas vous avoir noyé sous trop d'informations. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à vous abonner, et moi je vous dis à la prochaine sur PostVR.